une petite introduction, puis après je vous laisse. Ok, Non, bonjour à tous, merci d'être présents, alors à la fois en ligne et ici au CMAP. Donc ce matin, pour ce dernier mardi de l'année, on va avoir la chance de faire un état des lieux des contentieux climatiques. Et Gabriel nous apportera une réflexion sur la place que la médiation peut avoir dans le cadre de ce type de contentieux. Donc aujourd'hui, Gabriel Touchard qui vient nous parler de ce sujet très intéressant et prospectif. Gabriel a été avocat au barreau de Paris dans différents cabinets. Il est aujourd'hui juriste chez Engie SA et plus précisément dans la branche énergie renouvelable et éolien. Vous êtes aussi arbitre auprès de la Chambre maritime d'arbitrage de Paris et médiateur au sein du CMAP. On passe plus longtemps la scène et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, okay, je vais parvenir sur mon parcours professionnel. Alors, je tiens à préciser que j'ai reçu cette demande de présentation du CMAP il y a une quinzaine de jours seulement. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu dans le temps imparti. Donc, je vais brosser un panorama général, mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir et de rentrer dans vraiment l'analyse de tous les contentieux de type environnementaux possibles. Voilà. Je voulais aussi préciser que les développements qui vont suivre n'engagent que moi et sont donc émis à titre personnel. Alors, avant de rappeler la typologie ou les différentes catégories de litiges de nature environnementale, je voulais juste faire un petit rappel de la situation environnementale. Sur les températures, l'année 2020 était la plus chaude jamais enregistrée, plus 1,25 degrés Celsius, à égalité avec 2016 et 2019. Et en 2022, qui est presque fini, on est à plus 1,2 degrés au niveau mondial. En France, Météo France a sorti le bilan climatique de l'année 2022 et c'est exactement la même chose. On est à des températures moyennes qui dépassent pour la première fois 14 degrés et on est au-dessus de la moyenne la moyenne depuis le début des enregistrements de température de plus 1,1 degré. C'est donc l'année la plus chaude, détrônant très légèrement l'année 2020. Pour mémoire, l'accord de Paris était de limiter l'augmentation de la température à plus 1,5 degré Celsius. Et donc, on se rapproche avec 25 ans d'avance. Et selon l'Organisation mondiale du commerce, il y a 50% de probabilité que la température moyenne mondiale dépasse le seuil de 1,5 degré au cours des 5 prochaines années. Voilà, il y a donc une véritable urgence. Alors, je suis désolé pour cette introduction, mais c'est vrai que ce contexte-là va expliquer, en fait, du coup, derrière la naissance et l'augmentation des contentieux de type environnementaux. Alors, la quantité de ppm dans l'atmosphère, donc c'est parti par millions de molécules d'air, max de CO2 dans l'atmosphère. En 1800, on était à 280 ppm. En 1958 à 317, en 1920 à 416, en 21 à 419 et en 22 cette année, le record est battu, en fait, chaque année, à 421 ppm. Il faut remonter à 4 millions d'années pour avoir des taux équivalents. Et les températures étaient alors supérieures de 4 degrés Celsius et le niveau des mers de plus 15 mètres. Donc, voilà, le processus est lancé en quelque sorte. Est-ce qu'on va pouvoir l'amortir? C'est toute la question. Et notamment, ce sont souvent les enjeux de ces litiges de nature environnementale. Alors, le méthane aussi, troisième point. Là aussi, on a une augmentation très importante du méthane dans l'atmosphère avec des taux de ppm bien inférieurs au CO2. Mais le méthane contribue 32 fois plus au réchauffement climatique. En fait, le CO2 a une durée de vie de 80 ans, alors que le méthane dans l'atmosphère de 30 ans. Mais il est 32 fois plus, il a un pouvoir en fait réchauffant 32 fois supérieur au CO2. Et donc, on constate aussi une augmentation très importante du méthane dans l'atmosphère. La pollution de toutes les natures, pollution des eaux, des rivières, de l'océan, la pollution des sols, pesticides, plastiques, la pollution de l'air, particules fines, autres, plastiques aussi. Il est apparu récemment qu'on respirait du plastique, où il y avait beaucoup de plastique dans l'air. Alors, l'effondrement de la biodiversité, entre 1970 et 2006, les populations mondiales de vertébrés, oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens, reptiles ont décliné en moyenne de 70%. Rappelle le Fonds mondial pour la nature.
Et pareil pour les insectes. On a une raréfaction des insectes et ça compte, la masse d'insectes continue de baisser de plus de 1% par an. Alors, une bonne nouvelle quand même sur le front de la biodiversité, il y a la COP 2015 qui vient de se finir et qui était un peu la chronique d'un échec annoncé. Et non, il y a un accord qui a été trouvé pour l'objectif étant qu'en 2030, 30% de la surface du globe soit mise en aire protégée et que les pays les plus riches versent 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en voie de développement. Donc, c'est quand même un signal intéressant qui peut se comparer à l'accord de Paris de 2015, avec les réserves évidemment que j'ai précisées en introduction, puisque l'accord de Paris, si l'objectif est louable et salvateur, la réalité, c'est qu'on est très loin de stabiliser l'augmentation des températures à 1,5 degré en 2050, puisqu'on est la courbe actuelle, c'est plutôt entre 2,5 et 4 degrés. Si rien n'est fait pour amortir et pour limiter les émissions de CO2 et de méthane dans l'atmosphère. Voilà, donc de manière générale, on peut constater la grande difficulté des systèmes politiques globaux et particuliers à réformer en profondeur les organisations économiques et productives en place, dont l'inertie nous conduit pourtant vers des scénarios très obscurs, tels qu'annoncés par toutes les communautés scientifiques. Alors, face à ces risques, face à ces enjeux, face à ces prospectives dystopiques, je dirais, on a une multiplication des projets environnementaux et d'énergie renouvelable en particulier. Alors là, je vais brosser un portrait rapidement sur la situation des énergies renouvelables de manière générale en France, en Europe et dans le monde. Alors, il y a un rapport de l'Agence de l'énergie internationale qui est sorti avant-hier, je crois, qui est très positif. Enfin, on voit un décollement, ou un décollage plus exactement, une augmentation significative en fait de la production d'énergie renouvelable qui devrait augmenter de 75% d'ici 2027. Donc, on est sur une courbe qui enfin s'accélère, avec une part belle réservée à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Je rappelle, ceci étant dit, qu'il y a d'autres modes d'énergie renouvelable. Il y a évidemment la géothermie, il y a le biogaz et il y a l'hydrolien. L'hydrolien qui est encore en phase très, disons, pilote, mais qui pourra devenir une source de production d'électricité intéressante dans une dizaine d'années, et notamment grâce au fait que ce soit une énergie renouvelable, mais qui n'a pas l'inconvénient de la plupart des énergies renouvelables, c'est-à-dire ce caractère météo-dépendant, puisque le mouvement des marées est permanent, continu et prévisible sur des millions d'années. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Donc, la capacité installée devrait être appelée à augmenter en 2027 pour atteindre d'environ 2400 gigawatts en 2027. Donc, 1 gigawatt, c'est à peu près la puissance installée des centrales nucléaires françaises. Pas l'EPR, mais les centrales qui fonctionnent actuellement, qui sont en général de 900 mégawatts, donc quasiment 1 gigawatt. Donc, c'est la production actuelle énergétique de la Chine. Donc, c'est quand même des gros montants qui sont orientés vers la production d'énergie renouvelable. Et 90% de cette augmentation sera, comme je l'ai dit, dans le solaire et dans l'éolien. Voilà. Donc, cette hausse permettrait de se rapprocher considérablement de la croissance de la production électrique renouvelable nécessaire pour atteindre les objectifs de Paris d'ici à 2050. Voilà, ça c'est le rapport de l'Agence de l'énergie internationale qui vient de sortir et qui fait suite à un autre rapport, mais il y en a beaucoup, hein, c'est des sources d'informations très intéressantes, en 2021 qui dit qu'il faut absolument, pour respecter les accords de Paris, cesser tout investissement fossile, donc charbon, oil and gas. Donc ça c'est l'AIE qui le dit. Donc la production d'hydrocarbures doit chuter de 22% d'ici 2030 et de 44% d'ici à 2035 par rapport à 2019, si on veut atteindre la neutralité de carbone en 2050 et ne pas dépasser le réchauffement climatique de 1,5 degré. Voilà, on voit que c'est évidemment un vœu pieux et que même s'il y a des investissements considérables qui vont vers les énergies renouvelables, il y a toujours énormément d'investissements qui vont vers la production. Alors, charbon de moins en moins, mais oil and gas de manière importante et surtout gaz. Effectivement, il y a le think tank britannique Carbon Tracker qui a publié une étude récemment et qui met en avant que toutes les majors oil and gas
continue à investir de manière principale et très conséquente sur l'oil and gas, qui est évidemment très rémunérateur. Et c'est des sociétés qui, en fait, ne changent pas de modèle et qui continuent principalement à s'orienter vers ces énergies fossiles. Chevron, par exemple, l'énergéticien américain, qui mise sur une plus 16% d'extraction d'hydrocarbures d'ici à 2026. ExxonMobil, plus 8%, Petrobras, plus 15%, 16% Saudi Aramco en 2027. Eni, Shell et Total Energy envisagent de réduire la production de pétrole, mais d'augmenter celle de gaz. Au final, la production d'hydrocarbures de Total Energy devrait bondir de 13% d'ici 2030. Donc voilà, il y a des freins, il y a des résistances, il y a des systèmes en place qui luttent en fait de manière insidieuse contre les réformes nécessaires pour éviter un réchauffement climatique trop important et dont on ne contrôlerait plus du tout les conséquences. Voilà, la seule major oil and gas qui se démarque, c'est BP, British Gas, British Petroleum, qui en fait s'aligne sur les accords de Paris et qui prévoit donc une chute de sa production de pétrole et de gaz de l'ordre de 40% d'ici 2030. Alors, le montant des investissements ENR dans le monde, en 2020, on était a priori à 500 milliards d'euros orientés vers les investissements de production renouvelable, soit 9% de plus que l'année précédente. Et donc, ces investissements ne font qu'augmenter. C'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et il semblerait que pour la première fois en 2020, les investissements en énergie renouvelable aient dépassé les investissements vers les énergies fossiles. Voilà, bon, il y a quelques chiffres en Europe. Je voulais juste mentionner en Europe la Banque européenne d'investissement, voilà, dont l'ADN maintenant est véritablement devenu l'aide et le soutien aux politiques favorisant la production d'énergie renouvelable. Avec c'est de l'argent public et c'est tant mieux, c'est son rôle, mais c'est très important et notamment pour les projets ou les développeurs, puisque la particularité des énergies renouvelables est en fait, de ne pas nécessiter de fonds publics en termes d'investissement. Il y a des fonds publics en termes d'aide à l'achat d'électricité ou de prix garanti, encore qu'aujourd'hui, en fait, en tout cas, l'État français aujourd'hui gagne beaucoup d'argent puisque les prix de marché sont bien supérieurs à ces fonds publics. Donc, les développeurs redistribuent de l'argent à l'État. Donc, on considère aujourd'hui que toutes les subventions qui ont été données en France sur les énergies renouvelables sont en phase d'être remboursées. Donc, aujourd'hui, le coût, en fait, pour l'État français, le contribuable français des énergies renouvelables tend vers zéro. Mais donc, les développeurs de champs, de sources de production d'énergie renouvelable font appel à des financements privés. Donc, c'est souvent les equity qui investissent 30%, les actionnaires, et ensuite, le reste, c'est de la dette. Et il est très important pour ces projets-là d'avoir accès à des financements. On voit qu'il y en a de plus en plus, et la BEI en France aide beaucoup puisque elle consacre en fait quasiment tout son budget ou une partie très importante de son budget à l'investissement dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, pour mon projet, les éoliennes flottantes, c'est un projet dont la construction vient de lancer en Méditerranée de 3 éoliennes flottantes qui seront opérationnelles en 2024. On a obtenu un prêt de la BEI qui nous a permis derrière d'obtenir des tranches de prêts complémentaires de banques commerciales. Donc voilà, je voulais juste faire un petit focus sur la BEI. Alors, le montant des ENR en France, la France a du retard sur le développement des ENR pour tout un tas de raisons. D'abord, il faut dire que le bilan CO2 énergétique de la France est bon, même très bon, grâce à son parc nucléaire. Donc, on a une production d'énergie qui est quand même assez peu émettrice de CO2 jusqu'à présent. Parce qu'on voit que le parc nucléaire français a des difficultés, puisqu'en réalité, il arrive en fin de vie. Il a été construit pour 40 ans et les centrales atteignent cet âge-là. Donc, ce qui crée des difficultés de maintenance prévues ou imprévues. Donc, tout ça freine un peu le développement des énergies renouvelables qui apparaissait moins nécessaire aujourd'hui, vu la disponibilité, je dirais, historique, qui n'est plus tout à fait actuelle aujourd'hui, du parc nucléaire français. Donc, environ 19% de son énergie produite l'était à partir de sources renouvelables en 2020, dans la consommation d'énergie finale, alors que l'objectif que la France avait pris vis-à-vis de la Commission européenne et des institutions, c'était de 23%. Donc, on est en retard. C'est le seul pays européen à être en retard. Quasiment tous les pays européens
sont en avance sur les objectifs, et ce qui a pour conséquence que la France va devoir payer 500 millions d'euros pour racheter en fait des certificats de production propre des pays voisins qui sont excédentaires, de manière à se mettre à la page, je dirais, vis-à-vis des institutions communautaires. Et en plus de ça, ça va engendrer un surcoût d'achat de gaz de 6 à 9 milliards, puisque aujourd'hui, vu la disponibilité très limitée, enfin assez limitée du parc nucléaire français, puisque aujourd'hui, sur les 58 centrales, il y en a 32 en fonctionnement. Et encore, donc il y en a 3 qui sont rentrés en fonctionnement il y a peu de temps. Mais il y a encore un mois, on était à 50% simplement de disponibilité du parc nucléaire français. La France doit faire face à cette difficulté et donc non seulement subit son retard dans le développement des énergies renouvelables, mais en plus doit acheter beaucoup de gaz pour produire de l'énergie. Voilà. Alors, bon, un petit focus sur la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPU, qui couvre la période 2019-2028. Ce sont des objectifs que la France ne respecte pas, mais fixés par le législateur, qui étaient d'augmentation de 48 gigawattheures d'énergie renouvelable fin 2017 à 74 fin 2023, et entre 102 et 113 gigawatts, donc encore une fois, c'est l'équivalent en puissance installée de 102 ou de 103 réacteurs nucléaires, en puissance installée, hein, mais pas en énergie produite, parce qu'évidemment, le taux de production des énergies renouvelables n'est pas celui d'un parc nucléaire qui produit en théorie à 80% du temps. Donc, on est sur un objectif de plus 100% par rapport à 2017. Il n'est pas respecté. Voilà. Mais il faut aussi voir c'est que les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables en France a une vertu qui est en fait la création d'un maillage technique, commerciale, d'ingénierie sur tout le territoire français, puisque les énergies renouvelables en fait ont la particularité d'être disséminées sur tout le territoire et donc ça engendre beaucoup de création d'emplois. Environ 240 000 en 2023 par rapport au statu quo qui était prévu à l'époque de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie et 240 000 emplois en 2028. C'est très, par exemple, moi qui travaille sur les champs éoliens, c'est vrai qu'on voit plein de métiers qui apparaissent, ça engendre plein d'investissements, des investissements dans la création d'usines en France pour des pales ou la construction d'éoliennes marines, des investissements dans les navires d'installation, dans les navires de ce qu'on appelle les CTV, les crews transfert vaisselle. Il y a toute une masse aussi d'ingénierie, de cabinets d'études, d'avocats aussi, de juristes, puisque tout ça, c'est très, ça engendre beaucoup de droits en fait et de juridique. Donc voilà, il faut aussi avoir cette vision positive complémentaire en fait des énergies renouvelables qui sont très créatrices de savoir-faire, d'emplois et d'emplois qualifiés, mais pas que, aussi d'emplois de maintenance et encore une fois maillés sur tout le territoire français. Alors bon, je voulais faire un petit focus sur l'éolien en mer. Effectivement, en France, il y a 6 projets qui ont été attribués. Le 7e même a été attribué en 2019 à Dunkerque. Le prix, c'est 44 € du mégawattheure. Ça ne prend pas en compte le coût de raccordement. Et 44 € du mégawattheure, ça correspond au tarif ARENH actuel, qui est la revente par EDF de l'électricité nucléaire, en gros. Donc, on voit, c'est un prix, le tarif ARENH, qui est considéré comme scandaleusement bas par EDF, à raison, à mon avis, puisqu'il en fait, s'appuie sur des centrales qui sont complètement amorties et ça ne prend pas en compte tous les investissements nécessaires pour réparer, maintenir ou construire un nouveau parc nucléaire français. Et ça prend pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on voit déjà que l'éolien, par exemple, et ça, c'est une vérité globale pour les énergies renouvelables, voient leur coût de production baisser de manière continue, constante, depuis la création. C'est encore plus vrai pour le solaire, où maintenant on est à un prix du kilowattheure que je n'ai pas en tête, mais en termes de production qui est extrêmement bas. C'est aussi vrai, comme je l'explique pour l'éolien. Donc, c'est la vertu en fait des énergies renouvelables qu'ont des inconvénients, les vertus qui sont une baisse continue drastique des coûts, contrairement au nucléaire, mais bon, pas forcément comparé, on a aussi besoin du nucléaire, et
et en plus de ça, un investissement qui n'est absolument pas public. C'est que des opérateurs privés qui prennent en charge les investissements dans les énergies renouvelables. Voilà, après, l'année prochaine doivent être attribués par l'État français d'autres champs en mer, notamment en Manche Est, et puis pour ce qui me concerne, des champs flottants, avec un champ en Sud-Bretagne, entre Groix et Belle-Île, de 250 MW, et 2 champs aussi, chacun de 250 MW en Méditerranée. La Méditerranée est très venteuse, donc il y a des vents constants, et dans l'aplomb du delta du Rhône, en fait, et du côté de Leucate, le Barcarès, Perpignan, entre les 2 montagnes que sont le Massif central et la Méditerranée. C'est 2 couloirs de vent qui débouchent sur beaucoup de vents quasiment constants sur ces zones-là, et la Méditerranée plonge assez rapidement à des hauteurs de 100, 120, 130 mètres, mais il y a quand même un plateau continental qui va assez loin, donc demain, c'est une zone qui pourrait, à 20, 30, 40 km des côtes, être très propice au développement de l'énergie, de l'éolien flottant, puisque là, on est à des hauteurs d'eau qui sont supérieures en fait, à ce qu'on sait faire avec de l'éolien en mer posé. Voilà, il y a des belles perspectives. Emmanuel Macron a déclaré récemment qu'il fallait 40 gigawatts de puissance installée en 2050, soit environ 50 parcs. Je parle toujours de l'éolien en mer. Alors, il y a un petit point là sur la loi de l'accélération des énergies renouvelables. Je me rends compte que je n'ai toujours pas vraiment abordé le sujet, mais voilà, ça c'est une grande introduction qui est un peu décevante au cours des discussions là, à l'Assemblée nationale et qui est décevante en fait. Les mesures phares sont l'obligation de créer des panneaux solaires dans tous les parkings extérieurs de plus de 1500 mètres carrés et la facilitation des installations solaires sur les anciennes décharges ou anciennes carrières. Bon, c'est bien, mais tout ça pour ça, je dirais, et une planification de l'éolien en mer avec une cartographie des zones prioritaires pour 2024. Puis là, on repousse encore une fois, en fait, l'identification des zones, c'est certainement bien, hein, puisqu'il vaut mieux prendre du temps pour réfléchir, pour éviter et anticiper les problèmes. Mais on voit que finalement, la PPE actuelle n'est pas respectée et ne sera pas respectée malgré la nécessité, je dirais, impérieuse de développement de ces ENR, ne serait-ce que pour faire face à l'indisponibilité présente et à venir du parc nucléaire français. Voilà. Et il y a une nouvelle PPE qui doit être adoptée avant le 1er juillet 2023. Donc voilà, face à ces investissements, il y a une multiplication des recours contentieux. Pour tout d'abord des recours contentieux liés en fait au projet de construction des centres de production ENR, puisqu'on a un foisonnement de ces projets-là qui engendre une multiplication des recours contentieux. En France, on estime qu'environ 75% des projets ENR fait l'objet de recours administratifs, qui est un taux probablement le plus important au monde. Au UK ou en Allemagne, on est à des taux de recours contre les projets ENR bien inférieurs, qui tournent plutôt autour de 30-40%. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. Et en plus, ça retarde beaucoup ces projets-là, puisque je prends pour exemple les projets d'éolien en mer posée. Ils ont été attribués en 2011. Et le premier qui vient d'être construit par EDF et qui est arrivé en production là, qui a été inauguré par le président Macron, donc 2022. On est sur 11 ans entre l'attribution du projet et sa mise en opération. Mais ces retards-là ne s'expliquent pas par la difficulté de construire les projets ENR, puisqu'ils sont construits de manière rapide ou très rapide. Un champ éolien en mer, ça se construit en 3 ans. Mais ça s'explique par le fait qu'il y a des recours. Donc, il y a des recours devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'État. Et tant que les projets ne sont pas purgés de tout recours, les développeurs n'investissent pas et ne peuvent pas obtenir les financements. Donc, ça retarde énormément le développement des énergies renouvelables. Ceci étant dit, la précédente législature a, sur ce qui concerne l'éolien en mer, adopté une réforme très intéressante qui était une centralisation des recours devant le Conseil d'État pour tout l'éolien en mer. Donc là, on va gagner au moins 6 ans de contentieux, ce qui va effectivement, ipso facto, accélérer les nouveaux projets d'éolien en mer. Alors,
Enfin, je pense que ça, c'est une logique qui s'applique à tous les projets de construction aujourd'hui en France et en Europe, mais particulièrement en fait au projet ENR qui constitue aujourd'hui, je pense, l'essentiel en fait des projets de construction structurants sur le territoire français. Il faut obtenir à chaque fois des autorisations administratives et dans le cadre de ces autorisations administratives, il y a une logique qui s'appelle éviter, réduire, compenser, qui est une obligation administrative. Et donc, tous les développeurs du projet doivent consulter les différents intervenants. Donc, c'est le maillage, disons, d'entités publiques, les collectivités, les départements, les régions, les assemblées, enfin les ensembles de collectivités. Tous les représentants de l'État qui ont pour mission la préservation de l'environnement, les agences de l'eau, agences anti-pollution, agences de protection de la faune, de la vie-faune, etc., toutes les associations et les citoyens. Donc, il y a un processus de consultation qui s'inscrit sur 2-3 ans afin de qui est obligatoire, afin de prendre en compte en fait tous les impacts négatifs qui sont mis en avant par toutes les parties prenantes et de les éviter, si possible, de les réduire, sinon, et enfin de les compenser si on ne peut pas les réduire. Voilà, ça paraît tout bête, mais en réalité, c'est très vertueux. Et bon, c'est un peu paradoxal que cette logique-là, finalement, n'empêche pas autant de recours contentieux en France contre les projets ENR, mais n'empêche que, du coup, tous les projets ENR intègrent véritablement les problématiques d'impact environnementaux au sens large. Par exemple, le projet dont je suis toujours le responsable juridique des éoliennes flottantes du Golfe du Lion, les éoliennes doivent s'arrêter quand elles identifient un passage d'oiseaux migrateurs. Voilà, et il y a des caméras qui sont mises en place, il y a des radars qui sont mis en place. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi dans l'éviter, réduire, compenser les impacts, il y a aussi accompagner les impacts positifs, parce que ce sont des projets qui peuvent avoir des impacts positifs pour l'environnement. Par exemple, les projets éoliens en mer ont un impact positif, alors pas pour la vie-faune, mais pour les poissons, puisqu'il y a un effet récif. Et donc là, sur mon projet, on va laisser en fait toute les flotteurs se faire coloniser par les coquillages. Et c'est prévu dans l'ingénierie des flotteurs et de leur force avec le fonctionnement des éoliennes. Et donc, ça va amener plein de petits poissons et ça va amener des plus gros poissons, etc. etc. Donc, c'est l'effet réfis qui est avéré pour les champs d'éolien en mer. Et donc, qui, a priori, contribue en réalité à une augmentation de la faune marine grâce à cet effet récif. En revanche, pour les oiseaux, effectivement, les éoliennes tuent des oiseaux. Les 8000 éoliennes françaises tuent 50 000 oiseaux en France chaque année, ou 56 000 oiseaux. Et les 20 millions de chats, je crois, tuent 75 millions d'oiseaux par an en France. Donc, une éolienne tue autant d'oiseaux qu'un chat. Pourtant, pour une éolienne, il faut se battre pendant 3 ans pour obtenir une autorisation administrative. Pour acheter un chat, ça pose pas de problème. Et pourtant, les chats sont des serial killers d'oiseaux. Voilà, donc voilà, faut remettre un peu les choses en perspective aussi. Parce que le but, évidemment, des éoliennes, notamment, c'est de produire de l'énergie propre et de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, la médiation a-t-elle place dans ces recours de nature administrative? Je pense que oui. Elle est assez peu développée, à ma connaissance, aujourd'hui dans le monde du droit administratif. Je ne suis pas sûr que les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et autres aient cette habitude-là, ni les entités publiques. Je pense qu'il y a un vrai champ de développement ici, parce que je ne vois pas pourquoi, finalement, il ne pourrait pas y avoir des processus de médiation tant avec les citoyens qui contestent les projets, puisque souvent ils sont contestés, enfin pas toujours pour, parfois malheureusement pour des motifs, je dirais non rationnels en fait, mais parfois non. Donc on peut discuter avec ces gens-là, c'est fait dans le cadre de la logique éviter, réduire, compenser. On peut imaginer d'ouvrir un deuxième champ de discussion après un recours contentieux pour finalement répondre aux attentes et aux inquiétudes des requérants.
Donc voilà, là je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau des juridictions administratives. Alors ensuite, tous ces projets donc, suscitent beaucoup de recours administratifs, je vais en parler, mais aussi beaucoup de recours commerciaux, puisque ce sont des projets finalement plus ou moins complexes, mais quand même, notamment les projets d'éolien en mer, hein, qui sont les projets actuels, c'est 2 milliards d'investissements hein, pour 500 mégawatts, avec une ingénierie extrêmement complexe et des champs contractuels très différents, puisqu'on a souvent la société qui va construire les fondations, la société qui va construire les éoliennes, la société qui va faire l'ingénierie pour qu'il y ait une bonne adaptation entre les éoliennes et les fondations. C'est encore plus vrai pour le flottant, puisque le flottant, on est dans une dynamique qui bouge de manière permanente. Donc, il y a des forces complexes, divergentes ou convergentes qui vont s'exercer. Donc, ça nécessite une grosse ingénierie. Il y a la création des câbles, les câbles interéoliennes, les câbles électriques, hein. Ensuite les câbles export. Il y a le centre de réception en fait, de l'énergie qui est produite qui va être transformée afin de l'injecter sur le réseau. Il y a toutes les opérations de maintenance. Donc tout ça, c'est des gros contrats qu'on appelle des EPCI, Engineering Procurement and Installation Contracts, dont les valeurs atteignent des centaines de millions d'euros à chaque fois, et qui vont générer des contentieux. Les contentieux liés à la construction. Donc là, aujourd'hui, typiquement, là, dans mon projet, on a une situation tendue avec le fournisseur des flotteurs qui invoque la guerre en Ukraine et les difficultés de se sourcer en métal, enfin en acier, pardon, pour construire les flotteurs qui nécessitent beaucoup d'acier et qui est en retard. Donc voilà, c'est des contentieux et ça, on les retrouve, je pense, dans tous les projets. Alors là, ici, sur la médiation est déjà très présente. Moi, en tant que responsable juridique, j'ai inséré des clauses de médiation dans tous les contrats. Alors, pour les contrats, disons, franco-français, sur mon projet, les contrats de prestation de services, voilà, avec plus franco-français, c'est souvent le CMAP, qui est accepté par les co-contractants, ou pour les gros EPCI. Alors là, qui sont des co-contractants internationaux, souvent du Nord, danois, allemand, norvégien, anglais sur les câbles, mais aussi français. La clause de médiation de l'ICC, de l'ICC Paris est en général très bienvenue. Donc voilà, j'étais plutôt agréablement surpris qu'à chaque fois que je proposais la médiation, elle était acceptée sans la moindre difficulté, pardon. Et ça s'explique, je pense, en partie par le fait que ces gros contractants viennent de pays nordiques où la médiation est déjà intégrée depuis bien longtemps. L'Angleterre en particulier, le Danemark ou les Pays-Bas ou même l'Allemagne. Donc voilà, la médiation est déjà très présente dans ces contrats de nature privée liés au développement des champs ENR, ou des projets ENR, et est appelée à continuer à l'être. Voilà. Alors, ça, c'était les contentieux de nature administrative ou de nature privée liés au développement des projets ENR. Ensuite, on a aussi en France une augmentation parallèle des recours environnementaux qu'on pourrait qualifier de citoyens, qui ont une nature complètement différente. Il y en a de deux types aussi. Ils sont soit de nature privée, soit de nature administrative, et même un troisième type, je dirais aussi, de nature pénale. Juste un petit focus, enfin pas un focus, mais une mention sur le fait qu'il y a eu des réformes au droit pénal en France, avec la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui crée un pôle régional, des pôles régionaux spécialisés en matière d'environnement dans le ressort territorial de chaque cour d'appel, avec des magistrats spécialisés dans ces domaines de poursuite des infractions au Code de l'environnement. Donc, ça date de décembre 2020, donc il n'y a pas encore beaucoup de recul, en tout cas, j'en ai pas sur l'activité de ces nouveaux pôles, mais ça va plutôt dans le sens quand même d'une lutte contre les délits ou les crimes environnementaux par le parquet qu'on peut toujours actionner en tant que citoyen en portant plainte. Et dans ce cadre-là, il y a aussi la convention judiciaire d'intérêt public en matière d'environnement, qui est aussi un peu une logique de négociation, où là, en cas d'atteinte portée à l'environnement, le ministère public va pouvoir négocier
avec la société en infraction, le niveau de l'amende qui peut atteindre jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, la régularisation de la situation de l'entreprise au regard de la loi et la réparation du préjudice écologique. Là aussi, on est dans une logique, pas de médiation, mais une logique de transaction, de négociation et d'évitement du contentieux si possible par des mesures agréées par les parties. Donc ça va, je pense, dans le bon sens. Et il y a aussi une nouvelle qualification pénale qui est le délit d'écocide. Bon, je referme la parenthèse sur le droit pénal. Donc j'ouvre par contre les développements sur les natures citoyens de nature administrative. Alors il y a 3 exemples assez marquants en France. Il y a l'arrêt du Conseil d'État du 19 novembre 1920, la commune de Grande-Sainte et autres, qui est une commune du littoral près de Dunkerque, qui subit les effets du réchauffement climatique avec une augmentation du niveau des mers et donc un recul de son trait de côte, et qui a intenté un recours contre l'État français pour non-respect de ses engagements climatiques. Le Conseil d'État reconnaît l'intérêt à agir des requérants et constate qu'effectivement la France s'est engagée, découlant des accords de Paris, mais aussi de ses engagements européens, à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2030, mais qu'elle ne respecte pas du tout sa trajectoire. Elle est bien en dessous. Et les difficultés actuelles que connaissent le système électrique français vont faire qu'accentuer ce manquement. Et donc, l'arrêt a d'abord, enfin, le Conseil d'État a d'abord demandé à l'État de justifier finalement un rattrapage pour se remettre dans sa trajectoire. L'État a répondu en avril 2022 de manière non satisfaisante, en tout cas pour les requérants. Et donc, la procédure est toujours en cours devant le Conseil d'État. Et les requérants constatent la réponse satisfaisante et demandent à ce que le Conseil d'État constate la carence de l'État et prononce une astreinte financière à l'encontre de celui-ci pour qu'il exécute son obligation de se mettre en conformité avec la trajectoire d'émissions de CO2 qu'il a prise, enfin, sur laquelle il a accepté de se lier, conformément à ses engagements internationaux, sous peine d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. Attendons donc la suite de cette procédure. Voilà, je précise qu'effectivement, la situation aujourd'hui s'empire en France. Le nucléaire est en crise. En conséquence, il y a une augmentation très importante des importations de gaz naturel liquéfié. Tous les terminaux français sont bourrés à craquer, ce qui est très bien parce qu'on aura du gaz cet hiver, mais en termes d'augmentation des émissions, c'est moins bien. On importe beaucoup d'électricité aussi de l'Allemagne. Voilà, ce qui peut apparaître un peu paradoxal, enfin pas paradoxal, mais finalement on voit que le système allemand qui est beaucoup décrié, qui est certes très émetteur de CO2, mais quand même les Allemands respectent leur trajectoire de réduction. C'est un système qui est très résilient, puisque malgré tout il permet, alors c'est un peu facile puisqu'on brûle du charbon, mais qui permet quand même de fournir des grosses quantités d'énergie à la France. Là, depuis 15 jours, il y avait peu de vent, par exemple, depuis 15 jours. Heureusement, là, il y en a beaucoup cette semaine. Donc aujourd'hui, on a des productions d'énergie renouvelable. Les 8000 éoliennes françaises produisent aujourd'hui aujourd'hui à l'heure où je parle, entre 12 et 14 gigawattheures d'électricité. C'est 14 parcs nucléaires français. Et ça va durer toute la semaine. Donc, avant, il n'y en avait pas de vent. Et donc, on a apporté beaucoup d'énergie d'Allemagne. Et à la remise en marche des centrales à charbon, aussi en tout cas d'une centrale à charbon, et la mise en marche de beaucoup de centrales à gaz. Donc voilà, aujourd'hui, le système électrique français est obligé d'émettre beaucoup de CO2 finalement pour faire face à la pénurie de nucléaire et la pénurie relative d'énergie renouvelable. Ensuite, on a l'affaire du siècle. Là aussi, c'est un peu comme la commune de Grande-Sainte. C'est une association le recours a été initié par la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam, avec aussi 2 millions de signataires. Alors, je sais pas, il y a une pétition en tout cas qui a collecté 2 millions de signataires. Je ne pense pas que les 2 millions soient requérants. Ça, ce sera peut-être une idée de ces associations dans l'avenir de faire intervenir beaucoup de personnes. Et qui, là aussi, un peu comme la commune de Grande-Sainte, ont demandé une réponse de l'État sur le respect de ses engagements climatiques, qui a été donnée auprès du tribunal administratif en mars 2019.
Non, la requête date de mars 2019 et le requérant demande à ce que l'État soit contraint au respect de ses engagements en termes de diminution des effets de gaz à effet de serre à un niveau compatible avec l'objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète sous le seuil de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Le tribunal administratif a donné sa décision le 14 octobre 2021 et il enjoint le Premier ministre et les ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l'aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 millions de tonnes de CO2 équivalentes. Sous réserve et au regard des données estimées au 31 janvier 2022, la réparation du préjudice devra être effective au 31 décembre 2022. Donc l'État doit répondre devant le tribunal administratif maintenant. Vu ce que j'ai rappelé précédemment, il ne va pas répondre de manière satisfaisante et donc on va très probablement aussi rentrer dans un processus d'astreinte qui sera prononcé, en tout cas demandé, par les requérants contre l'État français afin qu'ils se mettent en conformité de ces objectifs climatiques. Alors ensuite, on a un autre arrêt du Conseil d'État intéressant, le précédent c'est de la tribunal administratif d'appel, le Conseil d'État du 10 juillet 2020, qui est l'Association des Amis de la Terre France et autres en matière de pollution de l'air. Donc là, on n'est pas sur le réchauffement climatique, on est sur la pollution de l'air. Il y a des normes européennes qui sont applicables depuis 2008 et que la France ne respecte pas. Il y a des pollutions constantes dans beaucoup de villes françaises, Paris, Lyon, Grenoble, je vais pas de Strasbourg, Reims, Marseille, etc. On est largement au-dessus des seuils légaux. Et donc, le Conseil d'État a considéré que, vu la gravité des conséquences en termes de santé publique et l'urgence qui en découle, il a demandé en fait une condamnation sous astreinte de l'État français de prendre les mesures qui s'imposaient pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne, ce que l'État français n'a pas fait. Et donc, il a été condamné cette fois. Ce n'est pas une demande de condamnation, il a effectivement été condamné le 17 octobre 2022. Donc, c'est un arrêt qui a 2 mois, qui condamne la France à s'acquitter de 2 astreintes de 10 millions d'euros pour le non-respect des normes qui régissent la qualité de l'air. Chacune correspond à une période de 6 mois. La première s'étend entre juillet 2021 et janvier 2022, et la seconde de janvier à juillet 2022. Donc, ça va continuer tant que l'État français ne se sera pas mis en conformité avec ses obligations à ce titre. Alors là, moi, la médiation, je ne sais pas trop, c'est difficile, c'est vrai qu'on peut l'imaginer, mais là, on est sur des questions de principe, on est sur des questions de respect de la réglementation. Donc là, sur ce type de recours, ça paraît difficile de mettre en place des processus de médiation, pas impossible, c'est toujours vertueux, c'est jamais, à mon avis, préjudiciable. L'État pourrait un peu, effectivement, penser en dehors de la boîte, là, comme disent les Anglais, et puis proposer des procédures de médiation requérantes. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. On est vraiment sur des procédures très contentieuses, mais il pourrait en résulter des choses positives, on ne sait jamais. Notamment, que l'État pourra faire valoir que c'est pas faute de bonne volonté, mais que c'est compliqué de réduire la pollution. C'est compliqué de réduire les émissions de CO2 et que et je pense qu'en plus de ça, ces associations-là, elles sont souvent, elles sont un peu lanceurs d'alerte, mais c'est des gens qui sont souvent très rationnels et qui sont en capacité de comprendre ce qu'on leur explique, de comprendre que c'est compliqué et de se satisfaire de propositions raisonnables en réalité pour atteindre les objectifs. Nous, on l'a vu sur mon projet, la LPO, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, qui n'a pas fait de recours contre le projet parce qu'elle s'est satisfaite de ce que le projet proposait en termes de protection de la vie-faune, avec, je fais des digressions, des parenthèses, mais sur mon projet, la création de zones de nidification d'oiseaux sur le littoral, pour favoriser en fait la reproduction des oiseaux et aussi d'éradication de la population de chats à Porquerolles-Porcro, où il y a énormément de chats sauvages qui déciment la population d'oiseaux. Et donc, LPO a dit, le projet a proposé de prendre ces mesures-là pour compenser précisément le risque de collision avec les oiseaux, et la LPO s'en est satisfait et n'a pas intenté de recours du coup contre le projet.
Voilà, faut réfléchir à tout ça. Et la médiation, je pense, a malgré tout un avenir aussi, pourquoi pas, sur ce type de contentieux. Alors ensuite, je voulais donner, parce que je vois que le temps passe, très rapidement, des exemples analogues en Europe. Sur les 3 recours que je viens de citer, il y a l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, où là, pareil, c'est un recours citoyen contre les Pays-Bas pour non-respect de ces engagements climatiques. Les Pays-Bas sont d'autant plus affectés par l'augmentation des températures et donc l'augmentation du niveau des mers, comme chacun peut l'imaginer. Et le 12 décembre 2019, après 2 recours du gouvernement, la Cour suprême des Pays-Bas a donné raison aux plaignants qui confirment la condamnation de l'État néerlandais. Il y a l'affaire Heathrow au UK, où là, l'aéroport d'Heathrow prévoyait une 3e piste d'atterrissage qui permettait en fait environ 700 avions supplémentaires de mouvements d'avions supplémentaires par an. Il y a eu un recours contre ce projet, dirigé contre l'aéroport, et effectivement, le projet a été déclaré illégal, faute de prise en compte dans l'élaboration du projet des engagements climatiques du Royaume-Uni dans le cadre de l'accord de Paris de 2015. Alors, ce n'est pas une interdiction du projet en tant que tel, mais c'est vraiment une interdiction du projet tel qu'il était prévu, sans prise en compte de ces engagements climatiques. La décision est actuellement pendante devant la Cour suprême. C'est une décision qui a été donnée par la High Court of Justice. Alors, petite parenthèse aussi sur les recours de nature constitutionnelle. La Convention citoyenne avait prévu une réforme de la Constitution prévoyant la République garantit la préservation de la biodiversité et de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Mais cette disposition a été enterrée par le Parlement le 6 juillet 2021. C'est dommage, ça permettait d'avoir un moyen supplémentaire un instrument supplémentaire pour lutter contre le réchauffement climatique et les pollutions de manière générale. Alors, dans le monde, on assiste effectivement à une croissance des recours citoyens de nature privée. En 2017, il y en avait 884 cas répertoriés dans 24 pays par l'ONU. En 2020, il y en avait 1550 cas dans 38 pays. Je ne connais pas les statistiques sur 2022, mais on peut imaginer que c'est relativement exponentiel. Et puis, voilà, et je terminerai effectivement par un exemple à ce titre qui est donc, le fait qu'il y a un nouveau type de recours. C'est l'exemple de l'affaire Total Ouganda, où donc jusqu'à présent, les citoyens agissaient contre les entités publiques, les États, pour non-respect de leurs engagements climatiques ou de lutte contre les pollutions. Et maintenant, les citoyens agissent aussi contre les entités privées, et donc les gros groupes industriels, ou en tout cas, comme le démontre l'affaire Total. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation de décembre 2021 qui effectivement confirme la compétence du TGI, saisi par le requérant contre Total pour non-respect allégué de son devoir de vigilance pour le développement de ce projet en Ouganda. Donc je crois que c'est 400 puits pour chercher du pétrole dans une zone préservée, marécageuse en partie, et ensuite un pipe qui va conduire ce pétrole jusqu'en Tanzanie, je crois, qui va traverser toute l'Afrique. Donc, c'est ce qu'on appelle une bombe, ce que certaines personnes appellent une bombe climatique, puisque ça va produire 200 000 tonnes, je crois, de barils de pétrole à terme. Et donc, les associations, la Cour de cassation a confirmé la compétence du TGI. Depuis 3 ans, Total a invoqué la compétence du TC. Donc, l'affaire a repris au fond. Récemment, avec une première audience en décembre, le 7 décembre. Et les requérants donc, on demande à Total de mettre en conformité son plan de vigilance avec la loi, en faisant y figurer tous les risques d'atteinte grave associés au projet Tilenga et EA-COP, ainsi que les mesures de vigilance adéquates à développer face à ces risques, de mettre en œuvre de façon effective ces mesures de vigilance, y compris des mesures d'urgence telles que le versement immédiat des compensations et des distributions de nourriture pour les communautés privées de leurs moyens de subsistance, et à titre conservatoire de suspendre les travaux tant que les risques d'atteinte grave associés n'ont pas été correctement identifiés et que les mesures pour faire cesser ces violations des droits humains et empêcher un désastre environnemental, c'est la qualification des requérants, et climatiques n'ont pas été élaborées et mises en œuvre de façon effective.
Donc, c'est la première fois qu'une assignation en justice est fondée sur la loi de devoir et de vigilance se retrouve devant les tribunaux français. Donc, le fondement, c'est la loi du 27 mars 2019 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, qui a une vocation en fait extraterritoriale. Alors là aussi, la médiation dans cet espace-là, pourquoi pas effectivement, c'est vraiment des questions de principe. Donc, on est dans des circonstances très, très contentieuses. On voit a priori mal l'espace pour la médiation. Mais encore une fois, c'est des associations qui font un super boulot aussi d'alerte, de prise en compte des risques. Et finalement, c'est un travail qui est très salvateur aussi pour ces entreprises-là, qui vont devoir prendre en compte les alertes des associations pour s'améliorer. Et donc améliorer leur image, améliorer le processus de production, améliorer les investissements, etc. Donc, il ne serait pas du tout absurde, à mon sens, que Total et ces associations-là initient un processus de médiation, de discussion transactionnelle, pour voir si Total pourrait proposer, par exemple, des mesures qui tendraient à satisfaire ces associations, eu égard à leurs différents, à leurs alertes ou aux risques qu'elles ont identifiés. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je suis désolé, c'est un processus. Je veux dire, je ne suis pas rentré dans des détails très approfondis, mais c'était ma vision, en fait, de la situation actuelle sur le réchauffement climatique et les luttes, et les pollutions en général, et les différents recours face à ces risques et à ces difficultés. Je vous remercie. Donc, si vous avez la moindre question, je serais heureux d'y répondre si je peux. Oui, bonjour Gabriel, Nicolas Fournier, je suis à distance, je ne suis pas dans la salle. On a quelqu'un à distance. Bonjour Gabriel, vous m'entendez? Oui, Nicolas, on te voit. Oui, bonjour. Merci, j'ai trouvé ton exposé très complet et qui donne une vue très, très large en fait, du tableau. J'ai envie de réagir sur le dernier dossier que tu viens d'évoquer, de Total Tilinga. J'y avais travaillé il y a 2 ans, 3 ans. À l'époque, on était encore dans des rebondissements sur quelle était la bonne entité juridictionnelle. Et j'avais contacté à la fois les gens de Total et les gens d'Amis de la Terre, Friends of the Earth. Et en fait, Total, ils étaient assez intéressés dans le principe d'une médiation. Par contre, Friends of the Earth, ou Amis de la Terre, ils avaient clairement dit non, nous, on n'est pas intéressés par la médiation. Alors, je m'inscris un petit peu en différent par rapport à ce que tu as dit. Dans des associations, alors je ne parle pas pour toutes les associations, mais Amis de la Terre, ce que j'ai compris, c'est que leur raison d'être aujourd'hui, c'est d'être des lanceurs d'alerte, des whistleblowers, et qu'en fait, c'est ça leur job, c'est ça leur activité. Et d'une certaine façon, la médiation qui consisterait à essayer de trouver des solutions concrètes et à le faire dans le cadre d'une confidentialité, ça ne va pas du tout par rapport à leur agenda et leur raison d'être. Donc, je suis un peu dubitatif. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un vrai champ d'action pour une action de médiation qui permettent d'aller vers des solutions, mais dans les acteurs, il y en a qui sont peut-être plus tournés vers le fait de faire du bruit et d'alerter l'opinion que vers la résolution des problèmes environnementaux ou de stakeholders, de parties prenantes, comme le projet Tilinga. Ok, merci pour cette intervention intéressante. Et donc, juste que je comprenne, toi, tu avais pris l'initiative, quelque part, en tant que médiateur potentiel, de rapprocher les parties. Oui, c'est intéressant comme démarche. Quand tu es médiateur et que tu cherches à développer ton activité et que tu as faim, grosso modo, moi, je n'hésite pas à essayer de regarder ce qui pourrait être intéressant, propice, et puis d'approcher les parties et de les amener à une réflexion qui puisse un jour les rassembler autour d'une table.
alors, Friends of the Earth, donc ils avaient… D'abord, ça avait été compliqué pour les joindre. Quand je les avais joints, ils avaient dit que ça ne les intéressait pas. J'étais revenu dessus un an plus tard et ils s'étaient concertés à nouveau. Ils m'avaient dit non, non, on n'a pas envie de faire de médiation sur ce dossier. Voilà, donc… Ok. Oui, enfin, effectivement, je pense que ce n'est pas le type de dossier le plus évident pour les médiations. Mais je sais qu'il y a aussi des associations qui jouent le jeu, hein. Je pense notamment sur les chaînes de… Je sais que Danone, par exemple, pour avoir discuté avec son responsable éthique et compliance et chaîne d'appro, aime bien discuter avec toutes ces associations-là pour s'améliorer et pour améliorer sa chaîne de production, et notamment quand elle est décentralisée dans des pays tiers. Et il y a des associations qui acceptent ce jeu-là dans une logique de work in progress et d'amélioration des systèmes de ces entreprises-là. Donc, chaque cas est différent. C'est vrai que l'affaire Ouganda, le projet Ouganda est très clivant. Donc, on peut comprendre que certaines associations ne soient pas promptes à rentrer dans un processus de médiation. Il y a des grosses boîtes qui ont mis en place ce qu'ils appellent des stakeholders panels, des comités de parties prenantes, dont le but est de créer un forum justement avec des participants réguliers qui viennent de ces organisations, de ces associations ONG et autres, pour permettre à l'entreprise, au groupe de se sensibiliser à ces réalités, d'entendre des voix discordantes et à partir de là de faire réfléchir. Mais ce n'est pas de l'ordre de la médiation, c'est une sorte de consultation et qui est souvent un peu à sens unique vers l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est la logique un peu éviter, réduire, compenser, en fait, hein, dont j'ai parlé sur le développement des projets ENR et qu'on peut retrouver aussi. C'est en amont d'un contentieux, en fait. C'est pour éviter des contentieux. Mais cette discussion peut être reprise ensuite, postérieurement à un contentieux, si jamais elle n'a pas eu d'effet bénéfique antérieurement. Merci. Moi, ce qui me frappe dans votre exposé, c'est vous avez cité plusieurs cas où l'État français est soumis à des astreintes très élevées par mois, etc., par semaine. 10 millions par trimestre. Voilà, comme si il y avait un rapport direct de cause à effet entre le non-respect d'une trajectoire et, par exemple, les côtes qui reculent. Alors qu'à l'évidence, scientifiquement, c'est quand même multiparamétrique, ça demande des modèles très compliqués. Et je suis étonné qu'un juge puisse prononcer une astreinte aussi brutalement, si on peut dire, sans avoir recours à des expertises compliquées. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une condamnation à astreinte dans l'affaire de pollution. Donc, effectivement, là, c'est assez facile. Il y a des obligations qui ont été prises par l'État en 2008, européennes, qui s'appliquent à toute l'Europe, qui sont respectées par la quasi-totalité des pays européens, mais qui ne sont pas respectées par les… Vous avez dit qu'il y avait… Non, ça, c'est une demande. C'est les requérants. En fait, là, les requérants… Alors, et en plus, le Conseil d'État ou les juridictions administratives procèdent par étapes. D'abord, elle demande à l'État de se mettre en conformité, elle donne 6 mois, 1 an, ou d'expliquer les mesures pour se mettre en conformité. L'État répond, et cette réponse est considérée comme insatisfaisante. Enfin, en tout cas, elle l'a été une fois sur l'affaire de pollution uniquement, mais il est probable, mais peut-être que je me trompe, que ces condamnations sous astreinte dans ces litiges pour les pollutions de l'air soient répliquées dans ceux pour inaction sur le réchauffement climatique. Oui, donc je crois qu'il y a des expertises. L'État a écouté, l'État va venir avec un modèle d'explication scientifique, de réformes législatives, réglementaires et autres pour s'en mettre en conformité de ces objectifs. Et le fait est, c'est que l'État est une personne morale comme les autres, comme une autre. C'est une entité juridique qui a pris des engagements constitutionnels, conventionnels et européens. Et si l'État ne respecte pas ses engagements, ça… Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires où les causes sont multiples et difficiles à décrypter les unes par rapport aux autres. Et donc, on voit mal comment… par médiation, on peut essayer de chercher un module Vivendi, mais comment un juge peut prononcer une condamnation en simplifiant à l'extrême le sujet, ce qui ne peut pas être simplifié. Oui, mais ici, l'astreinte, si je me permets d'intervenir, l'astreinte, elle n'est pas là pour compenser un préjudice, donc le lien de causalité, il n'a pas à être établi par rapport à la part de préjudice causée par l'inaction de l'État. L'astreinte est simplement là pour forcer l'État à respecter les engagements qu'il a pris.
Donc, on n'a pas allé dans la part de responsabilité de l'État. C'est pas l'objectif de l'astreinte, c'est pas des dommages d'intérêt. Ah oui. Qui est le plaignant pour décider que l'État devait respecter ça? Ah bah, c'est l'État qui s'est engagé lui-même. En En signant l'accord de Paris, l'État s'est engagé à respecter une trajectoire de réduction des émissions de C'est CO2. l'argent public qui change de main. Et qu'est-ce qu'elle va en faire cette association? Ah bah, elle va multiplier les recours Ça, c'est autre chose. de nature environnementale. Mais un côté facile pour là-dedans. oui, enfin facile. Bah, déjà, c'est les montants limités. Après X années de procédure, l'État est mis en demeure de respecter ses obligations une fois, deux fois, trois fois. C'est quand même un processus long. Et par ailleurs, je rappelais en introduction la nécessité de lutte contre le réchauffement climatique. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien des moyens Et coercitifs. les juges ne gèrent pas la finance publique et finalement, ils appliquent un jugement qui leur semble applicable. Et puis, je crois que là, en l'occurrence, une condamnation à 20 millions d'euros. C'est une goutte d'eau. Comparé aux effets négatifs du réchauffement climatique, les forêts qui brûlent, la raréfaction de la ressource, l'augmentation des températures qui crée des décès. Enfin, le chiffrage, je ne le connais pas, hein, mais du réchauffement climatique en France, ne serait-ce qu'en 2022, il est, à mon avis, très supérieur à ces montants-là. La limite du raisonnement, si je puis me permettre, c'est que quand bien même l'État français respecterait toutes ses obligations, le fait qu'il y ait X États dans le monde, y compris les États-Unis qui ont des accords de Paris qui ne le respectent pas, fait que la planète étant un tout, le réchauffement climatique aura quand même lieu. Ah ben clairement, Donc, sauf que s'il est chacun des acteurs. ses engagements, il est au milieu des autres condamnés. Mais tous les autres Quelle États, que soit sa part de et les autres responsabilité. États sont soumis en fait aux mêmes obligations et aux mêmes recours contentieux. Ouais. Là, je mentionnais, alors c'est vrai que c'est plus européen, mais je pense, alors déjà, les États-Unis qui sont très émetteurs de CO2 réduisent de manière très importante leurs émissions de CO2. Les Chinois aussi. Ouais. En fait, les Chinois investissent sur les énergies renouvelables comme aucun autre pays en développement des énergies renouvelables en Chine exponentielle, ce qui explique d'ailleurs la grande difficulté de l'Europe aujourd'hui, sa grande fragilité en réalité, qui est une absence d'industrie de manière générale, et notamment d'industrie sur... il y a un peu d'industrie sur les ENR, notamment sur l'éolien, qu'il faut absolument protéger. Il y a des producteurs d'éoliennes en France, mais la totalité des panneaux solaires viennent de Chine, puisque c'est une usine, des usines en Chine qui produisent énormément. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que les trajectoires des États-Unis et de la Chine sont... Alors, même s'ils partent de plus haut, encore que la Chine est très bas par rapport à chaque citoyen. C'est-à-dire, chaque citoyen chinois émet 2 millions de tonnes, alors que chaque Français émet 8 millions de tonnes et chaque Américain émet 12 millions de tonnes de CO2 12 tonnes de CO2 par an. Donc, il faut aussi relativiser ça, mais les plus gros émetteurs sont les États-Unis par citoyen. Et il y a une courbe, ça baisse beaucoup, notamment grâce au gaz de schiste, paradoxalement aussi, qui a permis de fermer beaucoup de centrales à charbon. Donc, le gaz de schiste aux États-Unis a remplacé les charbons. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que chaque État a des obligations, et chaque citoyen, alors c'est plus vrai dans les démocraties, a la possibilité de requérir, de demander une condamnation de l'État pour non-respect de ses engagements. Mais je suis d'accord, hein, c'est une problématique globale et chacun doit faire le ménage chez lui. Et ce qui est vrai aussi pour la France, c'est qu'il y a une trajectoire de baisse de ses émissions de CO2, mais comme tous les États, puisque c'est une trajectoire globale, mais la France est dans un cas très particulier où c'est un des pays les plus riches qui émet le moins de CO2 grâce à son énergie nucléaire. Donc, il faut qu'elle baisse sa part de CO2, mais elle est déjà très, très basse en termes de production électrique. Après, il y a, dans le mix énergétique français, l'électricité, c'est un tiers. Hein. Il y a un tiers pour tout ce qui est déplacement, pétrole, et un tiers pour le chauffage à gaz, le gaz et le chauffage. Donc, il faut relativiser aussi la part du nucléaire française dans le mix énergétique français global, qui ne représente que 70% de un tiers. Et la France doit quand même faire des efforts sur tous les deux autres champs qui sont le chauffage à gaz notamment et les déplacements. Je t'en prie. Question en ligne. La première, est-ce que vous savez s'il existe des contentieux pour des revendications qualifiées de greenwashing en Europe,
puisqu'apparemment, il y a une décision aux États-Unis sur ce type de question en faveur de Coca-Cola. Alors, je pense que oui, mais je n'en ai pas eu vent. Je pense qu'il y a une loi française qui pénalise, alors je ne sais pas si c'est pénal, mais en tout cas qui interdit ou qui encadre la notion de greenwashing en termes de publicité. Alors, je crois qu'il était même prévu que soit interdit la publicité sur tout ce qui est lié aux émissions fossiles. Un peu comme les cigarettes, si vous voulez. Après, je n'ai pas le détail, donc je pense que ça doit exister, mais je ne peux pas donner d'exemple. Autre question, y a-t-il eu des projets photovoltaïques et éoliens purement et simplement annulés suite à des recours judiciaires? Et est-ce que vous pensez que cette solution serait possible dans le cadre d'une médiation? Alors oui, il y a des projets éoliens et solaires qui ont été annulés. C'est assez rare, mais ça arrive. Notamment pour motif de non-respect à la réglementation sur les espèces protégées. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour obtenir le permis, il y a beaucoup d'entités à respecter et il y a des entités qui en fait, font valoir qu'il faudrait se placer dans un contexte réglementaire particulier qui est obtenir une dérogation à la protection des espèces protégées. Je ne sais pas, ça peut être des aigles. Et les développeurs de projets ont décidé de passer outre. Et donc, ils se sont fait rattraper en fait, par la justice administrative qui a donc annulé, non rarement le projet construit, mais en général la décision autorisant le projet. C'est assez rare, mais ça existe. Aujourd'hui, les développeurs de projets ENR en France quand même tendent vraiment, enfin moi c'est mon expérience, alors je ne sais pas si elle est duplicable pour tous les développeurs, mais à prendre en considération réellement toutes les remarques constructives des différentes parties prenantes pour éviter, réduire, compenser les impacts négatifs et aussi même améliorer les impacts potentiellement positifs parce qu'il y en a. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est la médiation. Oui, je pense que la médiation, justement, c'est un des points à sa place dans ces recours de nature administrative. Là, typiquement, sur l'exemple que je viens de citer, si un développeur a jugé bon de ne pas se placer sous l'empire de cette législation en dérogation aux espèces protégées, il peut peut-être rattraper le coup et négocier avec le requérant des mesures de compensation ou de réduction des risques. Et en général, ça le fait puisqu'on peut régulariser, si vous voulez. Donc, souvent, les recours annulent la décision administrative autorisant le recours. Mais ensuite, alors normalement, il faut reprendre tout un processus d'autorisation administrative, mais on peut revenir devant la préfecture pour redemander une autorisation qui prendra en considération le respect de la réglementation. Donc, c'est pas Et on peut court-circuiter ce processus-là, si vous voulez, je pense, par la médiation, en se mettant directement d'accord avec les associations requérantes. Quel est le pourcentage de projets qui ne se roulent pas avec les oppositions, si on les je sais qu'il y a 75% des projets ENR en France qui sont contestés devant la justice. C'est voilà, encore que je l'ai déjà dit, mais c'est un taux extrêmement important. Tous les projets, par exemple, d'éolien en mer posés l'ont été. Alors, ce n'est pas le cas pour les projets flottants, mais c'est vrai que c'est que 3 éoliennes de 10 MW et qui sont assez loin des côtes. C'est l'intérêt d'ailleurs de la technologie flottante qui est en train d'arriver, qui va permettre de s'éloigner des côtes, de toucher des vents beaucoup plus réguliers et de mettre des éoliennes qui ont la taille de la Tour Eiffel. Il faut quand même se rendre compte, quand on est au bout de la pale, on est à 280 mètres, je crois, sur les dernières éoliennes de 16 MW. C'est des monstres, mais qui sont loin des côtes et qui vont en fait être derrière la ligne d'horizon, puisque plus on s'éloigne, plus il y a l'inclinaison de la Terre, donc à terme, on ne les verra pas. Mais pour répondre à ta question, j'ignore les projets qui sont annulés. Je pense que c'est quand même un pourcentage assez faible. Et si c'est aussi haut, ça veut dire que la base va être extrêmement longue. Ouais, bah là, sur mon projet, c'est 80 mètres. Le triangle qui porte l'éolienne, c'est 80 mètres de côté. Bah, c'est quand même pas mal. Mais oui, c'est des grosses structures. Ouais. C'est des grosses structures, effectivement. On n'a rien sans rien. Non, qui sont ancrés. Ancrés. Ah, tout à fait. En fait, ça serait
enfin, aujourd'hui, sur l'éolien en mer, les nouveaux entrants, en fait, l'industrie offshore l'industrie oil and gas était réfractaire, évidemment, au développement de nouvelles technologies renouvelables, puisqu'elle était assise sur sa rente pétrolière et gazière et elle ne voulait pas rentrer dans un concept de stranded asset où elle a investi pour acheter beaucoup de champs. Et il faut absolument les sortir, ces champs, puisque sinon, ça serait contre-productif. Et donc, tout l'éolien en mer, notamment, a été développé par des électriciens, souvent, ou des cabinets d'ingénierie qui ont eu cette vision-là, mais en dehors de l'industrie oil and gas, qui n'a pas du tout investi sur ces techniques-là au début. Donc, le savoir-faire, ça a laissé beaucoup de place à des nouveaux entrants, alors que l'industrie oil and gas avait d'énormes atouts, puisqu'elle savait très bien faire ça pour tous les champs pétroliers et gaziers en mer, où il y a des prouesses technologiques qui sont technologiquement admirables, quoi. On arrive à aller chercher du pétrole à des profondeurs d'eau de 2 000 à 3 000 mètres, 4 000 mètres, et sous la terre à 2 000 mètres, notamment au large du Brésil. Donc, on est à 6 000 mètres, on vient pomper du pétrole au milieu de l'océan à 200, 300, 400 km des côtes. C'est quand même en termes d'ingénierie et d'œuvres collectives, c'est remarquable. Et aujourd'hui, effectivement, les industries oil and gas viennent sur le marché offshore wind parce qu'elles ont ce savoir-faire et puis parce qu'elles veulent évidemment aussi commencer à investir de manière significative et beaucoup communiquer là-dessus sur des sources de production d'énergie renouvelable. Mais c'est tant mieux, puisque ça va favoriser le développement de l'éolien en mer. J'avais une question sur, en tant que médiateur, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à favoriser un cercle vertueux? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez cité, la timidité des investisseurs, je prends comme ça, parce que ça ne va pas assez vite quelque part. Vous avez dit que c'est du financement privé. On pense à tout ce qui est participatif, Landosphère et compagnie, ce qui est très bien. Mais justement, cette timidité, elle est liée à l'incertitude sur le payback. Parce qu'il y a des recours administratifs. Donc, quelque part, si on va vers les producteurs, les développeurs de projets, en disant, écoutez, on fait une démarche proactive de médiation en disant, on sait parler aux associations, on sait lever les trucs, même si vous avez dit une centralisation avec le Conseil d'État, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, du CMAP ou des médiateurs en général, pour aller rassurer, entre guillemets, ou tenter de rassurer ces investisseurs et ces développeurs, de façon à leur donner de la visibilité sur le payback et, je dirais, multiplier les investissements et dans un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Si, bien sûr. Alors déjà, la centralisation du Conseil d'État, c'est uniquement pour l'éolien en mer. Ce n'est pas du tout pour l'éolien terrestre, le solaire terrestre, etc., où là, on est toujours assujetti à une procédure administrative complète, TA, CAA, Conseil d'État. Donc, en fait, il y a une appétence financière pour investir dans les projets d'énergie renouvelable. Toutes les banques ont envie de le faire. Il y a des financements structurés, il y a des entités publiques. Je parlais de la BEI qui va amener en fait la structuration du financement et donc les banques commerciales. En plus, elles ont des engagements aujourd'hui, donc elles veulent investir. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent le faire qu'à partir du moment où le projet est purgé de tout recours. Une fois qu'il est purgé de tout recours, il n'y a aucun problème pour avoir des investissements. C'est donc la période en amont de recours contentieux qui peut durer 6 ans ou 9 ans. Oui, tout à fait. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, à mon avis, ça se pratique très peu aujourd'hui. Le processus de médiation n'est pas vraiment, à mon avis, connu, pratiqué dans ces instances-là. Ah oui, tout à fait. Il faut purger le recours via la médiation. En tout cas, tenter de le faire. Et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Mais on sort, ça, comme le disait Nicolas, je crois, Fournier, possiblement à des associations. Parce qu'il y a quand même aussi, dans ces recours contentieux, très souvent, ils représentent des intérêts corporatistes. Pas toujours, mais assez souvent. Oui. Pardon ? Ou politique, mais souvent corporatistes. Sur l'éolien en mer, c'est quand même souvent des pêcheurs qui représentent un pouillème du chiffre d'affaires, du PIB français, ou alors des propriétaires de résidences secondaires. C'est quand même, et donc, c'est des gens qui n'ont pas toujours… Alors, je pense que les associations de protection de l'environnement, elles, sont beaucoup plus dans une logique réelle de maîtrise des impacts et sont beaucoup plus prêtes à discuter avec les développeurs pour que ceux-ci développent des stratégies de minimisation des impacts. Mais
voilà. Mais après, il faut toujours discuter avec tout le monde. Et je ne veux pas faire de procès d'intention à qui que ce soit, ni aux pêcheurs, ni aux propriétaires de résidences secondaires en bord de mer. On peut comprendre leurs préoccupations et on peut toujours discuter pour atténuer les effets perçus ou avérés dans le cadre d'un processus de médiation devant les juridictions administratives. Tout à fait. Dans le cadre du CMAP, j'ai participé au Cameroun. J'ai participé au Cameroun à la formation d'ingénieurs qui avaient pour objectif de négocier le passage d'un gros pipe à travers la forêt et les villages. Et donc, c'était entrepris, ces négociations étaient entreprises en amont de telle manière que, à partir du moment où le projet allait être mis en œuvre, il n'y ait pas d'opposition des personnes occupant le terrain au passage de ce gros pipe. Alors, les entreprises étaient d'origine chinoise, les financements que je ne connaissais pas au moment où je suis intervenu, mais qui avaient pour objectif de traverser une partie de la forêt du Cameroun pour arriver jusqu'à Douala. Donc là, il y a certainement là un centre d'intérêt, une possibilité d'intervenir pour former les gens susceptibles de négocier avec les parties de telle manière que les choses se passent de manière plus raisonnable. Tout à fait. Mais dans mon ancienne vie, quand je m'occupais des activités gaz naturel liquéfié chez Engie, on avait un projet de développement de terminal GNL au Cameroun aussi, à Kribi. Et donc, on devait installer un terminal méthanier. C'était en 2014. Le projet s'est arrêté parce qu'en 2014, il y a eu un effondrement du cours du Brent, donc le projet était plus viable financièrement. Mais on avait des équipes sur place, notamment Tanguy Moulin-Fournier, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a été pris en otage au nord du Cameroun par Boko Haram et qui était en fait en charge de la négociation, de la palabre à l'africaine avec les communautés locales pour que celles-ci acceptent en fait l'installation d'un terminal méthanier sur la côte, proche de Kribi. Donc, Tanguy Moulin-Fournier et sa famille s'en est sorti. Il travaille toujours chez Engie et lui était déjà très en avance et proactif sur la discussion, parce que c'est pas qu'une question financière en fait. Il y a aussi la nécessité, et c'est valable en Afrique comme partout ailleurs, d'écouter les gens, de reconnaître leurs inquiétudes qui sont souvent légitimes, de les prendre en charge, pas de manière nécessairement financière, ça peut être de manière symbolique, ça peut être de toutes sortes. Oui, aussi, oui, et puis aussi de trouver des solutions intelligentes et dans le cadre d'une discussion pour limiter leurs préoccupations. Et ça, c'est une possibilité d'intervention de la médiation. Mais je suis heureux d'entendre que des sociétés chinoises, alors je ne sais pas ce que la médiation a donné, mais non, c'est une formation. Oui, c'est une formation des ingénieurs développement de projet, donc c'est bien. Enfin, parce que les Chinois ont plutôt la réputation d'être assez, en Afrique, assez agressifs dans l'exploitation. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans les journaux. Je pense que ça dépend un peu de leur intérêt. Oui, non, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, de trouver un accord. Parce que derrière, au Nigeria, par exemple, il y a énormément d'actes de sabotage. Donc finalement, quand le projet n'est pas accepté, même s'il va se faire, il va se faire dans la douleur et avec des pertes aussi de revenus liées à des sabotages, liées à des difficultés. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Une dernière question en ligne. Je vous demande si vous aviez une expérience en matière de dispute board entre acteurs privés dans les projets de... Alors, c'est une bonne question. Dans les EPCI, effectivement, donc ces gros contrats de construction sur les projets, en tout cas, voilà, les projets structurants et l'éolien en mer en particulier. Il y a évidemment des différents commerciaux, j'en ai parlé. Il y a toute une étape pour résoudre ces différends. La première étape, c'est ce qu'on appelle le Senior Management Meeting. Voilà, classique. Ensuite, si ça ne marche pas, il y a effectivement ce dispute board qui est très formalisé. Et ensuite, il y a la médiation et ensuite, il y a l'arbitrage. Alors moi, j'ai exclu ce mécanisme de dispute board qui m'est apparu extrêmement complexe, avec énormément d'échéances, de temps, etc.
Donc, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais j'ai senti que ce n'était pas quelque chose de positif. Et j'en ai parlé avec des avocats anglais, notamment, qui ont la pratique contentieuse et notamment de ces disputes board, qui ont un avis relativement mitigé enfin, à ma connaissance, hein, mais ça n'engage que moi, sur ces mécanismes de résolution des litiges. Je pense que la médiation, a priori, est plus efficace. Moi, je peux apporter une expérience un peu contraire. Moi, j'ai travaillé sur le projet finlandais de Kyoto 3, du côté de l'AREVA. Il y avait effectivement les 3 niveaux que vous dites, Senior Management Meeting, Dispute Board Resolution et ICC. Alors moi, il y a un niveau intermédiaire qui est la médiation. À l'époque, on ne l'utilisait pas. Oui, non, mais juste... effectivement, plutôt l'ICC, c'est extrêmement lourd, ça coûte une fortune, ça prend et effectivement, la dispute board resolution, ça permettait quand même si c'est sur dossier, alors, pourquoi ça capotait en général, c'est qu'on n'était pas d'accord sur l'expert, parce que c'était que sur un dossier qui est analysé, et sur le principe, c'était quand même quelque chose on va dire, de praticable, parce que ça prenait quelques semaines ou quelques mois sur la base d'un dossier qui faisait 50 ou 100 pages, et donc ça paraissait un bon niveau intermédiaire. Et donc, moi, je milite plutôt pour garder cet échelon. D'accord. Parce que sinon, on va direct dans les oui, pour moi, c'est un peu soit la médiation, soit le mécanisme de dispute board, ou les deux. La médiation, c'est plus intelligent, évidemment. La médiation, c'est un truc que j'ai intelligent. Le dispute board, c'est quand on n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec le dispute board. On peut passer après la médiation. On peut toujours y passer en parallèle. Oui. Mais en fait, c'est un peu, si je vous entends, contradictoire, parce que vous dites que c'est un mécanisme sur le papier qui semblait intéressant, mais qui n'a pas débouché à votre expérience sur des... Parce qu'il n'y avait pas une volonté des parties de bien l'utiliser. D'accord. Sinon, il me paraissait bien cadré par rapport aux 3 niveaux de l'échelle. D'accord. Et donc, vous avez travaillé chez EDF ou chez Areva sur ce projet-là qui va rentrer en production incessamment sous peu. Enfin, qui est rentré en production et qui va re-rentrer. C'était ça que je vous rentre exactement en novembre parce qu'il achète. Et vous avez accompagné le projet jusqu'à quand? J'ai travaillé sur l'arbitrage de 2009 à 2016. De 2009 à 2016. Ah, donc sur l'arbitrage, vous étiez… Oui, mais il y avait aussi, je pense qu'on peut le dire maintenant, il y a eu de nombreuses tentatives justement de médiation amicale, mais non confidentielle, qui n'ont pas débouché immédiatement pour des tas de raisons politiques, les changements de chef, etc. Mais il y avait aussi ce mécanisme-là. D'accord. Et donc, il y a une sentence arbitrale CCI qui a été prononcée sur cette affaire. Je ne vous demande pas de divulguer le contenu, mais… Toujours, c'est plus compliqué puisque c'était découpé en tranches de projets. Et donc, il y a eu des sentences sur les tranches 1, sur les 400 premières années. D'accord. Mais qui ont été ensuite une tranche 2, ensuite, etc. Donc, je ne sais pas exactement. Je crois qu'ils avaient un peu enterré l'âge de guerre. Areva s'est engagé à payer 400 millions sous réserve que ça démarre avant fin décembre, je ne sais plus, 2019 ou 20, ce qui n'a pas été le cas. Donc, maintenant, la dernière actualité, je D'accord. Donc, EDF n'a rien à voir là-dedans. C'est un projet qui est développé par Areva. EDF n'était pas partie de oui, c'est ça, c'est un projet. Et il n'a même pas aidé. D'accord. Ce contentieux-là, c'est fini par une médiation. Oui. Ah, il s'est fini par une médiation. Très intéressant. Sous l'égide de l'ICC ou… J'ai travaillé aussi chez Areva, du coup, sur ce projet-là aussi, sur l'arbitrage. Je ne sais pas si c'est fini. Je suis pas sûr. Là, il y a encore des retards. Donc, j'imagine que c'est nouveau retard. Areva, c'était du côté de Siemens, parce que sa turbine ne connaît pas la performance. Et donc, Siemens a arrêté comme engine nucléaire, il ne sait plus faire les turbines. Donc, aujourd'hui. Le patron de Siemens disait le nucléaire, c'est 1% de mon chiffre d'affaires et 99% de mes emmerdes, je crois. Enfin, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Je veux pas… Heureusement qu'on a le nucléaire en France aujourd'hui. Mais ce projet-là va être le premier, a priori, EPR européen qui va entrer en fonctionnement. Pardon? Malheureusement, Flamanville, Ukraine, a disparu également.
Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ou... Je crois pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.